Et bienvenue dans votre ultime rendez-vous. C'est Derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo. On va faire le point à mi-parcours aujourd'hui sur le sommet des océans qui est organisé à Nice depuis le début de semaine. On va en parler avec vous. Elsa Couder, bonjour. Merci d'être avec nous, chef de rubrique Sciences et Technologies à The Conversation France. La tradition veut que vous nous présentiez une photo et qu'on la décrypte ensemble. Alors, on va la voir tout de suite. Parlez-nous-en tout de suite. Oui, tout à fait. Alors, c'est une photo que j'ai choisie parce que je la trouve absolument magnifique. Alors, j'espère que les téléspectateurs vont la voir à l'écran. Voilà. Alors, on voit des tourbillons dans l'océan. Je la trouve très belle. Pour moi, c'est une raison de s'émerveiller un petit peu, de faire un pas de côté, de prendre le temps de s'émerveiller, de se décentrer. Parce que ça, c'est deux moteurs importants pour l'action. Et c'est justement le but principal de la conférence des Nations Unies sur l'océan, c'est d'agir pour l'océan. Alors, les océans beaux, mais pas que. On va en parler dans quelques instants, mais peut-être déjà décrivez-nous un peu ce qu'on aperçoit. Vous nous parlez de tourbillons. Oui, tout à fait. Alors ici, on a une photo satellite de la mer Baltique. On voit une île qui fait une 50aine de kilomètres, qui est à Gotland, en Suède. Et on voit des tourbillons verts dans l'océan. C'est des tourbillons de phytoplancton. Et on les voit très bien. On les voit très verts parce qu'ils sont en floraison. C'est une période où le phytoplancton se reproduit très rapidement. Pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser à ces tourbillons ? Alors, ces tourbillons de phytoplancton, en fait, ils rendent visible quelque chose qui est d'habitude invisible, qui sont des tourbillons océaniques, qui sont très importants dans la circulation océanique, donc ces grands mouvements d'eau à la surface de la planète, qui mélangent l'eau à la fois d'une région à l'autre, mais aussi en profondeur. Et ça permet de transporter le carbone et l'oxygène. L'océan qui, on ne cesse de le répéter, et encore plus cette semaine, depuis le début de cette semaine avec le coup d'envoi de ce sommet, crucial pour la planète, crucial pour le climat. Tout à fait. Alors, quand on parle de climat, on pense souvent à la température, on pense à l'air, à l'atmosphère, alors qu'en fait, l'océan est un pilier du climat. Il est très important dans le réchauffement climatique et comme le rappelle Sabrina Speich de l'École normale supérieure dans un des articles que vous pouvez découvrir en ligne gratuitement sur notre site The Conversation France, l'océan absorbe frontalement le réchauffement climatique. 90% de l'excès de température lié au réchauffement climatique a été absorbé par l'océan et un quart des émissions liées aux activités humaines. Voilà, et on va regarder à ce propos un reportage réalisé par nos équipes à France 24. Tout à fait. On regarde ça et puis on en reparle juste après. Sans eux, la température sur Terre serait insoutenable et l'humanité aurait disparu depuis bien longtemps. Les océans, qui recouvrent les 3/4 de la surface du globe, absorbent en effet 90% de la chaleur produite par les gaz à effet de serre. En absorbant également entre 1/4 et 1/3 des émissions de CO2, les fonds marins produisent à l'inverse 50% de l'oxygène que nous respirons. Mais ce rôle vital provoque le réchauffement inexorable des océans et ses conséquences néfastes sur les écosystèmes marins et les plus de 2 millions d'espèces marines existantes. Plus de la moitié d'entre elles pourraient être au bord de l'extinction d'ici 2100 selon l'ONU. Des espèces également menacées par la vingtaine de millions de tonnes de plastique qui se déversent chaque année dans l'ensemble des eaux de la planète. L'augmentation des températures de l'eau participe par ailleurs au réchauffement climatique à la surface par le rejet de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Un cercle vicieux qui se poursuit. La chaleur provoque la fonte des glaces, notamment sur les pôles. Le niveau de la mer est en perpétuelle augmentation et gagne désormais plus de 5 cm par an. Les 600 millions de personnes vivant sur le littoral sont les premières impactées. Voilà, pour le résumé de ces enjeux, signé Marc Pope, les océans donc cruciaux, piliers du système climatique. Aujourd'hui, vous nous dites donc. Oui, l'océan est capable d'absorber, de transporter et de stocker à la fois le carbone et la chaleur, ainsi que bien d'autres choses à travers les régions du globe. Et en fait, il a cette capacité qui est énorme parce qu'il y a une quantité phénoménale d'eau pour l'océan. Alors, j'ai une petite question, allez-y, j'adore les quiz. Allez-y. Alors, quelle est la profondeur moyenne des océans sur la Terre ? Des océans, on ne parle pas des abysses, on parle de la profondeur. En moyenne. Oh, je ne sais pas, ça doit se mesurer en centaines de kilomètres. Non, quand même pas. Des dizaines. 4 kilomètres en moyenne, comme si vous étiez à la plage et voilà, vous avez 4 kilomètres d'eau et partout comme ça sur tout l'océan. Ça fait une quantité phénoménale d'eau. C'est ça qui explique la capacité à stocker autant d'énergie et aussi la lenteur de la réaction de l'océan, une grande inertie.
Comment fait-on pour étudier justement l'océan à une telle échelle? C'est une masse considérable de liquide à étudier. Comment est-ce qu'on s'organise? Alors effectivement, c'est un gros défi pour les scientifiques. Il y a une coordination internationale qui est là pour coordonner les observations des océans. Alors on utilise des capteurs, par exemple sur des bouées, sur des flotteurs qui sont capables d'aller en profondeur dans l'océan, mais on utilise également des images de drones, d'avions, des images satellites comme celles qu'on a vues tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on mesure? Alors, la température, la salinité, l'acidité de l'eau, s'il y a un peu ou beaucoup de plancton. Ça va affecter par exemple les stocks de poissons, mais aussi la capacité de cet océan à accueillir encore plus de carbone, par exemple. Alors, pour expliquer un petit peu, rentrer dans ces enjeux, on va regarder un extrait de C'est en France ensemble. Au siège de l'Ifremer, une équipe d'ingénieurs vient de mettre à l'eau un tout nouveau prototype. 6 mois de tests sont prévus avant un premier périple dans les grands fonds. Ça fait plaisir que ça fonctionne. Au bout de 4 ans. Il y a un certain accomplissement quand même. Ouais. Ce qu'il y a devant vous, là, ce sont des profileurs qui vont faire partie du réseau Argo. Ils sont destinés à plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur, contrairement notamment aux 2 premiers qui plongeaient à 2000 mètres et à 4000 mètres. Ces cylindres étanches sont les thermomètres des océans. Des bijoux de haute technologie qui vont rejoindre un réseau de près de 4000 flotteurs, répartis sur toutes les mers du globe. Ils plongent dans les abysses pour mesurer la salinité, la pression et bien sûr la température de l'eau. Les profileurs remontent ensuite à la surface pour la liaison satellite. Ils fonctionnent en totale autonomie pendant environ 7 ans. On va retrouver un peu les mêmes contraintes que quand on va envoyer un satellite dans l'espace pour aller faire de l'exploration lointaine. Il y a un vrai défi technologique pour aller à 6000 mètres, puisqu'à 6000 mètres, il fait nuit, il fait extrêmement froid, on va être entre 2 et 4 degrés. Et surtout, vous avez une pression énorme de toute la colonne d'eau qui appuie sur vous. Donc on a des pressions qui dépassent les 600 bars. En atteignant cette profondeur, les profileurs ont accès à la quasi-totalité des océans. Une première pour la France. Argo, c'est vraiment un exemple unique de coopération internationale au service de la science, au service de la planète. Ça a été une sorte de révolution silencieuse pour les sciences de l'océan. Ça nous permet déjà, dans un premier temps, de surveiller et d'observer le climat et ses changements. On sait aujourd'hui qu'environ 90% de la chaleur émise par l'homme, qui résulte des activités humaines, elle est stockée dans l'océan. Pourtant, l'avenir du réseau Argo inquiète. La moitié des 4000 profileurs appartiennent aux États-Unis. Et Donald Trump cible ouvertement les recherches liées au réchauffement climatique. Les coupes budgétaires et les licenciements se multiplient depuis son arrivée au pouvoir. Voilà pour cet état des lieux signé Jonathan Walsh. Les scientifiques, évidemment, dans ce contexte qu'on vient de montrer, alertent. Oui, tout à fait. Les scientifiques nous alertent. Alors, d'une part, même quand elles ont lieu, ces observations, elles sont loin d'être encore suffisantes pour suffire à informer les décisions publiques. Et puis, elles sont un grand défi technique, comme on l'a vu. Donc, il faut renforcer les systèmes d'observation, les pérenniser, et notamment pérenniser leur financement. Et enfin, surtout, garantir l'accès, un accès libre et ouvert aux données sur l'océan et l'environnement. Qui en a besoin de ces données aujourd'hui ? Très bonne question. Effectivement, on se pose la question, mais en fait, énormément de gens en ont besoin. Alors, ça passe évidemment des ministères aux communes des littoraux, mais également aux communautés de pêcheurs, aux habitants du littoral. Et c'est Anaïs Schmitt et son équipe qui nous en parlent dans un article. Ils viennent de La Rochelle Université et ils nous en parlent dans leur article que vous pouvez lire également dans notre newsletter consacrée aux sciences. Et alors, ils expliquent les enjeux de cet accès libre aux données environnementales et ils expliquent également que cet accès est en danger, notamment parce que l'administration américaine, non contente d'avoir quitté donc l'accord de Paris, est en train de débrancher peu à peu les serveurs sur lesquels sont stockées les données sur l'océan collectées par la NASA et la NOAA. Donc la NOAA, c'est l'équivalent de la NASA, mais pour les océans.
Donc voilà, donc il débranche cet accès aux données sur l'océan. Et ces données américaines, j'imagine qu'elles sont importantes pour le reste du monde, hein. Tout à fait. En fait, les États-Unis et ces agences fédérales sont les têtes de pont de l'observation de l'océan jusqu'à aujourd'hui. Ils ont une tradition d'avoir des données ouvertes à tout le monde. Et tout le monde les utilise, tous les chercheurs, et c'est extrêmement utile, par exemple, pour prévoir la trajectoire de cyclones ou les inondations côtières. Alors, dans ce contexte, on voit bien que la coordination internationale, telle que celle qui va, on l'espère, cristalliser à l'UNOC, donc à la conférence sur le climat qui a lieu à Nice, est indispensable. C'est l'espoir des organisateurs, donc la France et le Costa Rica, de déboucher sur un accord de Nice, un peu comme un accord de Paris, mais à la sauce océan cette fois.